Avec nous aujourd'hui, une femme dont j'ai entendu parler, je vais raconter dans quelles circonstances j'ai entendu parler d'elle. Elle s'appelle Odile Rougeol et c'est une entrepreneuse de haut vol et qui a une histoire assez originale à raconter dans la mesure où elle était pendant très très longtemps salariée. Bonjour Odile. Bonjour, merci pour votre accueil. Ben merci à vous d'être avec nous parce que je suis sûr que vous avez plein de choses intéressantes à raconter pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, parce que vous savez que en dehors de la vidéo, eh ben, cette émission est également diffusée en podcast audio. On va faire comme on fait toujours dans cette émission, Odile. On va commencer par la photo qui est derrière moi. C'est une ville que vous connaissez bien, qui s'appelle Los Angeles. C'est toujours la première question que je pose à nos invités. Dans quelle mesure Los Angeles a-t-il compté dans votre parcours entrepreneurial et dans votre vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui au mois d'octobre ou novembre 2020? Alors en fait, je suis arrivée à Los Angeles en février 2020, donc 15 jours avant le coronavirus pour tout le monde, mais aussi 15 jours avant l'attraper nous-mêmes. Donc ça peut beaucoup compter dans ma vie dans le sens où c'était un choix stratégique et professionnel de se dire que Los Angeles est une ville multiculturelle avec aussi bien l'entertainment, la tech, des entrepreneurs qui sont à créer des entreprises de biens de consommation, d'approche assez holistique de la beauté et de la mode, et en même temps différentes nationalités hispaniques, noires américaines, influence culturelle de l'Asie et aussi bien de l'Europe. Donc j'adore Los Angeles. Nous sommes à Venice. J'y travaille en tant que venture capitaliste d'un petit fonds Fab Ventures. On y reviendra. Et Los Angeles est donc récente dans ma vie, mais chère à mon cœur depuis pas mal de temps. Oui, avant, vous étiez déjà en Californie, mais vous étiez 800 kilomètres plus au nord, à San Francisco. On va en parler. Auparavant, donc, j'ai dit dans mon préambule, j'ai dit, Odile, que vous étiez effectivement devenue entrepreneuse, hein, on va dire, mais après avoir été très longtemps salariée, mais pas n'importe quel salarié. Alors, votre histoire, moi, je vais oublier des trucs si jamais je me mets en devoir de la raconter. Donc, le mieux, c'est que vous nous racontiez votre histoire et on va voir que votre histoire professionnelle, Odile, elle est parsemée de très grands noms du commerce français. Alors, c'est gentil. Donc, en fait, si je résume, moi, je suis rentrée dans le monde de la beauté en 1989 en sortant d'HEC et à l'époque c'était des courriers, j'ai fait 3 lettres Unilever, L'Oréal et Procter et la 4e c'était Chanel et Bourjois, j'oublie puisque c'est par ça que j'ai commencé, et ceux qui ont été les plus rapides pour me répondre c'était Chanel et Bourjois. Donc je suis rentrée en tant que chef de produit et pour faire une long story short comme diraient nos amis américains, j'ai fait jusqu'à mes 40 ans à peu près une carrière dans les cosmétiques, et ensuite je suis rentrée 6 ans dans l'industrie des telcos. Donc en fait, quand je suis partie dans la Silicon Valley à 47 ans, ce qui est pas le cas de tout le monde, c'est qu'avec Eric, on avait décidé, mon mari, de partir dès que le dernier aurait passé son bac. Et ce qu'on a fait, donc quand ils nous ont vu faire les cartons, ils se sont dit non mais ils sont pas sérieux, et en fait on l'était. Et c'est là où en fait on est arrivé effectivement à San Francisco dans la Silicon Valley avec juste à l'époque un visa L1 pour Eric qui me permettait quand même de travailler, et donc l'idée de s'installer dans la Silicon Valley qui pour moi était par les allers-retours que j'avais fait chez Orange à l'époque, un moyen quelque part d'avoir un impact dans la vie des gens en utilisant la tech pour le meilleur. On pourra en reparler sur l'éducation, la santé, et donc c'est pour ça qu'on voulait venir à San Francisco. Vous étiez attiré manifestement par tout ce qui était luxe, fringues, cosmétiques, enfin tout ça au sens large. Et puis un jour, vous avez basculé chez Orange. Est-ce que ça veut dire que dans sa tête, professionnellement, Odile, elle a changé un petit peu son fusil d'épaule et qu'elle s'est dit, bon, je vais pas faire du luxe toute ma vie, même si c'est ce qui m'intéresse le plus, il faut que je monte une marche supérieure. Est-ce que je me trompe si je dis ça, Odile? Non, je crois que vous avez raison. Je pense que si je résume une vie, on a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux univers, et la plupart des expatriés se retrouveront dans une quête quelque part de pousser les limites qu'on a.
Donc L'Oréal est une très belle culture. Moi, mon dernier job chez L'Oréal, c'était patronne de Lancôme, donc je reportais en direct à un patron de la division luxe et à Jean-Paul Agon, qui prend sa retraite là, juste, je crois, dans quelques mois. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une façon d'innover, qui était très business, retail, des nouveaux produits chaque année, comment gérer ses piliers, comment avoir une cohérence de marque en Asie. J'étais très souvent dans les avions et il y avait comme une espèce de fatigue en me disant j'ai un peu fait le tour en fait en ayant une très belle culture et j'ai envie de connaître quelque chose d'autre. Alors Orange, c'est la caricature inverse, c'est des gens qui sont plus des polytechniciens et quelques centraliens, dont Delphine Arnaud, à qui je reportais à la France, qui sont des gens très analytiques, très dans l'assessment du risque, avec un métier noble qui est celui de du réseau, de comment connecter des gens à leur contenu, mais aussi aux gens qu'ils aiment. Et en particulier dans cette période Covid, je pense que les telcos ont joué un rôle important, comme les plateformes de communication. Et donc, je me suis retrouvée dans un monde qui était très différent en termes d'innovation. Mais je crois que si je caricature, je devais comprendre à peu près 30% des réunions quand en fait je suis arrivée, parce qu'ils parlaient tous avec des acronymes et des KPI que je ne maîtrisais pas. Et je pense qu'à la fin de mon parcours, au bout de 6 ans, je pense que je maîtrisais 70% des sujets et du contenu d'une réunion. Et le reste, je me disais, si j'ai pas compris, c'est pas très grave puisqu'on a défini la outcome. Mais ça m'a beaucoup aidé en fait à m'intégrer dans la Silicon Valley, qui est, comme vous le savez, très tech. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce de cohérence dans votre programme. Il y a effectivement tout ce que vous avez fait avant, les grandes marques de luxe, le cosmétique, etc. Et puis Orange, c'est les new technologies. Et on va, au fur et à mesure de cette conversation, arriver à ce qu'est votre vie professionnelle aujourd'hui, Odile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est mixé. On va en reparler tout à l'heure. Tout est mixé, tout ce que vous avez appris au cours de votre carrière. Vous me dites si je me trompe, n'hésitez pas à me couper. C'est mon analyse au regard de ce que vous me racontez et de ce que j'ai lu pour vous. Mais auparavant, je voudrais vous poser une question. Entre la vie de salarié de très haut niveau que vous avez eue et la vie d'entrepreneuse, est-ce que vous étiez finalement préparée à devenir entrepreneuse après avoir été finalement toute votre vie courtisée d'une certaine manière? Alors, quand on devient entrepreneur, on est plutôt là à essayer de courtiser les gens. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'étais business angel les dernières années en France. Donc depuis, comme je suis rentrée dans un des fonds qui est en train de faire son exit il y a à peu près 8 ans. Donc en fait, je pense que l'expérience d'être avec des entrepreneurs de 50 Partners, parce qu'en fait c'est des mentors qui investissent dans des entreprises et c'est des gens qui ont vraiment déjà réussi, qui ont créé des plateformes de data, des solutions tech. Ils m'ont accepté dans leur cercle parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez de femmes et que j'étais aussi business angel. Donc, normalement, je cochais pas toutes les cases. J'étais comme vous l'expliquez, cadre dirigeant, mais ils m'avaient accepté dans la bande et on faisait un voyage chaque année dans différents écosystèmes et à rencontrer des venture capitalistes, des incubateurs, des accélérateurs et des entrepreneurs. Et je pense que cette partie-là m'a beaucoup aidée, en fait. Et ce qui a continué en parallèle de mon arrivée ici dans la Silicon Valley, c'est le fait que j'ai été mentor de pas mal de startups, ce qui m'a aussi pas mal aidé. Oui, et ce qui aujourd'hui va redevenir d'actualité, on va en parler. On ménage un petit peu un suspense. Du moins, on respecte une espèce de chronologie dans votre carrière, et pas seulement, Odile, également dans votre vie, parce que vous étiez aux États-Unis, vous êtes retourné en France, c'est peut-être en 2003. Vous me dites encore une fois si je me trompe. Vous êtes resté, je crois, 12 ans en France avant de revenir aux États-Unis. Donc, à part le luxe, à part l'envie de vous confronter aux nouvelles technologies, aux data, à tout ce machin-là, il y avait aussi l'envie de retrouver un pays que vous aimez très profondément. Du moins, c'est l'impression que moi j'en ai. Alors je sais, dans une période, faut réfléchir avant de répondre. Est-ce qu'on aime profondément les États-Unis en ce moment, parce que c'est un pays divisé, comme vous le savez, avec une crise culturelle forte depuis Black Lives Matter, le mouvement dont on a parlé, les incendies en Californie, les élections où les gens sont assez tendus. Mais en même temps, c'est un pays où tout est possible. Donc effectivement, je me retrouve dans ce que vous dites. En 2003, moi, quand je suis rentrée, j'avais qu'une envie, c'est de repartir à nouveau avec cette notion d'expatriation où vous touchez plus à votre culture collective française et en même temps
ce qui fait que vous aimez votre pays en France et la culture française, et en même temps votre individualité en tant que management et leader, où souvent moi j'avais eu des réflexions dans mon management chez L'Oréal, où j'étais très exigeante et assez tonique, on va dire, et chez Orange, qui était, quand je suis arrivée en 2009, en pleine crise sociale, avec le départ de Didier Lombard et Louis-Pierre Vénès, l'arrivée de Stéphane Richard, Delphine Arnault reprenant la France, une espèce de crise collective. Donc, où vous vous posez beaucoup plus de questions sur votre impact individuel. Et je pense qu'en fait, on est resté pour nos enfants très, très simplement les 12 ans, parce que chaque fois qu'on les testait en disant, tiens, on pourrait partir à Hong Kong, on pourrait partir à Shanghai, on pourrait partir à Londres. Chaque fois, il y en avait un des deux qui soit était amoureux, soit avait sa bande de copains de jeux vidéo, et on sentait qu'on les mettait en désarroi par rapport à leur vie. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix inverse et qui regrettent un petit peu quand on voit les jeunes adultes. Moi, mes 2 enfants, pour y revenir, ils sont venus tous les 2 en Californie. Il y en a un à San Francisco qui commence sa carrière dans la tech après un PhD qui vient de dropper en plein Covid à Carnegie Mellon. Et de l'autre côté, Oscar qui lit des scripts à Los Angeles, qui était son grand rêve de devenir producteur de cinéma. Et donc, quelque part, ils sont revenus aux États-Unis, mais plus tard. Ça fait une famille sympa quand même, hein, une famille originale avec des dessins et des objectifs différents. Vous citez beaucoup, Odile, vos anciens patrons, qui sont tous des grands patrons. Delphine Arnault, elle est aujourd'hui à France Télévisions. Jean-Paul Agon, bon, il va démissionner, mais ça a été quelqu'un de très important. Quelle importance ont eu tous ces grands patrons dans la décision que vous avez prise de créer, parce qu'on va le dire tout de suite, on en reparlera tout à l'heure, de créer un fonds qui est destiné à aider la mode. Quelle influence ont-ils eu ces grands patrons? Est-ce que, alors sans vous brouiller, sans faire d'histoire, est-ce qu'il y en a qui ont eu plus d'influence que d'autres sur la suite de votre carrière? Bah non, ce qui est magnifique, c'est comme tout dans une vie, les rencontres de toute façon vous nourrissent et vous font grandir en tant que personne. Donc je pense que de L'Oréal et de Jean-Paul Agon, j'ai appris beaucoup de détermination, de sens du détail, de cohérence, et puis cette notion de multiculturalité. Donc ça me reste, y compris dans le fond, je suis obsédée par ça, parce que je passais à peu près 30% de mon temps en Asie, à Shanghai, à Tokyo, à Séoul. Et ça, vous pouvez pas l'oublier. Et donc, cette partie-là, pour moi, c'est comme de la bicyclette. C'est quand je suis arrivée à San Francisco, j'étais comme dans mon bain, quoi, en disant, je parle à tout le monde, un Brésilien, quelqu'un qui vient d'un pays que les autres ne connaissent pas très bien, mais en ayant les bonnes questions pour s'adapter. Et Delphine Ernold, je pense que c'est une femme très forte en leadership féminin, qui m'a appris beaucoup, avec beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que L'Oréal, je pense que les femmes ont tendance par moment à calquer leur comportement sur les hommes et à être très, ce que les Américains diraient bossy pour survivre quelque part. Alors qu'en fait, Delphine Ernold est beaucoup dans l'empathie et le collectif. Et je me rappelle que son premier discours, quand je suis arrivée en sortant de L'Oréal, elle m'a dit, alors, t'en penses quoi? J'ai dit, je comprends pas, tu as fait tout ton discours en disant nous. Alors qu'en fait, moi, je suis habituée à dire je, et après à ouvrir les bras et à parler de l'équipe, mais être descendant en fait. Et elle me disait, mais je comprends pas ce que tu me dis. Et donc, je pense que la culture des deux maisons est assez différente. Très collective chez Orange, très belle culture aussi chez L'Oréal, mais du coup, j'ai pris le meilleur pour me retrouver dans le fonds que je viens de créer et dans la notion d'aider des startups, avec cette notion multiculturelle d'un côté, et puis attention aux inégalités ou à la diversité de manière très, très aiguë, peut-être surtout grâce à Delphine Ernold et aux années passées chez Orange, où le gender equality est quelque chose de fondamental, y compris d'ailleurs un des credos de Stéphane Richard. Ouais, alors ce fameux nous qu'utilisait Delphine Ernold et que vous avez appris à utiliser, on peut appeler ça aussi de l'empathie, ou du moins c'est mon mot à moi, de la communication empathique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi par la suite, le jour où vous avez franchi le pas de salarié à entrepreneur? Sûrement. Alors moi, je ne serais pas qualifiée de quelqu'un d'empathique. Notre amie commune, on y reviendra peut-être, a beaucoup d'empathie, par exemple, mais je suis quelqu'un de déterminé, dans la performance, dans une intelligence relationnelle, mais assez rationnelle en fait. Donc, c'est pas, je ne sais pas. Odile, ouais.
être rationnel et être empathique, c'est pas quelque chose d'antinomique, c'est pas quelque chose C'est vrai, qui est impossible. Parce que là, vous êtes en train de vous dresser un portrait de vous qui est pas très sympa, du moins c'est pas l'impression que j'ai en vous regardant. En vous non, les gens m'apprécient, mais vous direz pas le premier mot qui vient au deal, c'est quelqu'un qui est absolument dans l'empathie. Ils vont venir vers moi plutôt en se disant, elle va nous aider dans un insight pour une entreprise ou pour nous. Et après, il y a une fidélité dans mon comportement qui fait que les gens reviennent et que j'ai aucun problème avec les startups. Ils apprécient, mais je me définirais pas par ce mot-là en tout cas. Voilà. Bien. On va arriver donc, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on parle ensemble, ça passe vite, hein. On va arriver donc à ce qui est votre quotidien aujourd'hui. Moi, je suis impressionné quand même parce que il y a une part de risque dans ce que vous avez fait, même si c'est un risque calculé au regard de toute l'expérience que vous avez acquise auparavant. Il y a quand même un risque. Est-ce que vous avez hésité longtemps avant de franchir le pas pour créer votre entreprise? En l'occurrence, qui est une entreprise particulière, on va en reparler, un fonds, effectivement. Mais est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez eu un moment de trouille en vous disant, est-ce que je fais pas une connerie, quoi? Non, mais j'ai jamais vraiment. Alors là, pour le coup, la personne rationnelle et qui analyse ne calcule pas vraiment les risques. J'ai toujours fait comme ça. Je me rappelle d'ailleurs, en étant une jeune DG, j'avais annulé toute une campagne média pour tout mettre à l'époque chez Sephora et faire un énorme show aux Champs-Élysées. Je devais doubler la part de marché. Et je me rappelle mon patron Europe, PS son âme maintenant, qui disait, si tu rates cette campagne, tu es viré. Et j'avais souri. Parce qu'à l'époque, je me disais, mais je vais réussir. Donc, je pense que les choses se font l'un après l'autre, un pied après l'autre, sans trop programmer. Ça a plutôt été mon fonctionnement habituel. Voilà. Odile, on est maintenant en 2017, il y a 3 ans, donc vous êtes revenu aux États-Unis 2 ans plus tôt. Et Odile se dit, la mode, le luxe, tout ça, ils sont pas assez au goût du jour. Et pour être plus au goût du jour dans leur manière de fonctionner, ils devraient avoir plus d'argent. Donc, je vais les aider en créant un fonds. Et moi, je schématise, hein, je suis pas du tout connaisseur, donc je schématise de manière sûrement un peu grossière. Je vais les aider en créant un fonds pour les aider justement à se développer à l'aide des nouvelles technologies. Est-ce que c'est ça? Alors, je sais pas si ça serait un jugement sur le fait, parce que j'ai beaucoup de respect pour les grandes maisons cosmétiques dont j'ai fait partie et que je côtoie régulièrement. Je pense que c'était plutôt cette notion de diversité dans la Silicon Valley qui m'a beaucoup déçue, parce que quand je suis arrivée, j'étais peut-être avec les référents américains vus de New York. C'est-à-dire qu'en 2001-2003, quand j'ai passé 2 ans, on avait un espèce de pipeline avec des quotas pour être sûr que les femmes étaient mises en avant et qu'on faisait attention à leur carrière. Pareil sur les minorités. Donc, il y avait une très grande attention qui m'avait impressionnée, même si l'Europe, comme vous savez, a des quotas pour les boards, a aussi joué ce rôle-là. Et je pensais que la Silicon Valley, très naïvement, était encore plus avancée. Et pas du tout. C'est-à-dire que Sheryl Sandberg, qui pour moi, à l'époque, était un modèle au moment d'écrire le bouquin Lean In, il y en a pas beaucoup. Même elle serait peut-être par moment à avoir certaines critiques dans la Silicon Valley en disant que pour le coup, on revient à la communication empathique, mais que finalement, a-t-elle fait beaucoup de choses pour la tech avec une vraie progression, par exemple, de Facebook par rapport aux critères dont on parle. Je crois qu'il y a à peu près 15% de femmes dans ces entreprises. Alors après, on peut toujours dire que les femmes vont pas vers des carrières scientifiques et qu'elles sont pas toutes matheuses et à faire de la computer science. Mais en même temps, par rapport à la démarche qu'avait Orange ou Delphine Arnott, tous les matins quand elle se levait et qu'elle parlait de talent, identifier les femmes et à profil comparable, privilégier une femme, en particulier dans les filières techniques, j'ai pas trouvé du tout qu'il y avait cette approche. Et si je reviens en start-up, je crois que ce qui m'a le plus choqué aussi, c'était le fait que les hommes blancs ayant fait Stanford et Palantir levaient en 10 slides sur un deck, alors que une femme noire ou latina ayant plutôt un mélange de tech, de data, mais aussi des biens ou des services et quelque chose de peut-être plus compliqué pour des investisseurs de SaaS ou de B2B, ne trouvaient pas d'argent, puisque ces entrepreneurs qui ont réussi sont quand même le nerf de la guerre de la Silicon Valley, puisqu'ils réinvestissent en seed pour aider des startups. Et qu'en fait, je me suis dit, il y a un gros trou dans la raquette, c'est toutes les entreprises de mode et de beauté
qui se créent dans la Californie et qui ne trouvent pas d'argent avant de faire 2 millions de revenus. Donc, c'était vraiment, j'ai identifié un besoin en rencontrant ces gens-là dans une communauté que j'avais créée et en me disant, finalement, si j'arrive à lever en utilisant mon réseau des grandes corporations, des family office que je connais et des business angels, ça peut peut-être aider des gens. Alors, identification du besoin, donc démarche intellectuelle, et puis 2017, donc création de ce fonds, les mains dans le cambouis, utilisation du carnet d'adresses, utilisation du réseau. Quel souvenir vous avez de ces jours, Odile, finalement, parce que c'est des jours uniques que vous avez connus dans votre vie, le jour où vous avez créé votre société. Vous n'en aviez jamais connu avant. Quel souvenir vous en gardez, Odile? Alors, il y a toujours les moments de doute, c'est comme un entrepreneur. Je trouve même que chez vous? Je pense que les venture capitalistes se qualifieraient pas d'entrepreneurs. Ils pensent que les entrepreneurs ont une vie beaucoup plus difficile que la leur, puisque la plupart des venture capitalistes rencontrent 80% des projets qu'ils laissent de côté et investissent peut-être dans 1% des 20 projets qu'ils ont mieux analysés et coachés et guidés. Mais en même temps, lever un fonds prend du temps. Tout le monde m'avait dit 24 mois. Je crois que j'ai dû mettre 18 mois. J'ai signé en plein Covid en mai. Voilà, il y a toujours des moments où vous dites mais est-ce que je vais y arriver ou pas. Et je pense qu'en fait, quand vous apportez une valeur ajoutée qui est perçue et que vous raisonnez sur un écosystème où clairement votre positionnement montre que vous avez compris que vous êtes sur des choses que vous maîtrisez. Vous avez un désavantage parce que vous n'êtes pas de Sequoia, Andreessen en train de lever votre propre fonds. Bon, ça peut aider. Mais en même temps, quand vous apportez ce qu'ils appellent les profils d'opérateurs, donc des qualités que n'ont pas d'autres VC, vous trouvez assez vite votre place. Et pour les fondateurs qui vous font confiance, et pour les autres venture capitalistes qui vous envoient en fait des entreprises qu'ils apprécient, et pour les investisseurs qui investissent en tant que LPs dans votre fonds. Donc, le moment de doute, si moment de doute il y a eu, donc il a duré très très peu de temps. C'était au mois de mai, donc c'est tout récent. On a tendance à penser que depuis le mois de mai, on est octobre-novembre, on a tendance à penser que depuis le mois de mai, il s'est rien passé nulle part. Est-ce que pour vous c'est vrai? Mais à mon avis, la réponse, ça va pas être ça. Non, en fait, du coup, comme je connaissais beaucoup de gens, à nouveau, j'ai beaucoup de chance. La Californie est un endroit où il se passe beaucoup de choses entre les données, en fait, la data, le fait que beaucoup d'entreprises utilisent la technologie pour mieux connaître leurs clients et mieux les servir, et en même temps, ce que j'appelle les purpose-driven founders, des entrepreneurs qui veulent fixer un problème et le résoudre. Donc, j'avais beaucoup déjà de gens qui étaient connectés à moi-même. Donc, ça veut dire que je crois que début juin, j'ai dû signer 3 deals, comme ils disent, 3 entrepreneurs qui ont accepté d'être financés par Fab Studio. Alors, je peux en parler. D'ailleurs, il y en avait un qui était sur les cheveux et la clean beauty en étant sur des systèmes de biomimétisme. Il y avait Dr Elsa Youngman, qui est la seule française dans le portfolio, qui est une jeune femme qui avait eu un choc sur sa peau, un choc toxique qui fait qu'elle a créé une marque de clean beauty en étant PhD en chimie et maintenant en Californie. Et j'ai signé depuis 10 entreprises qui sont dans des domaines aussi différenciés que le woman wellness et les problèmes des femmes. Donc l'éducation sexuelle s'arrête assez tôt aux États-Unis. Il y a plein de choses liées à la représentation du corps, en fait. Il y a des communautés qui sont créées sur les gender identity, la fluidité, toute la génération Gen Z, comme on dit, qui quelque part est beaucoup plus à vouloir s'exprimer en fait par rapport à des valeurs et à des choses. Donc c'est des produits, mais en même temps ils s'expriment sur eux. Et enfin sur la mode, en fait j'ai investi dans 2 entreprises qui sont sur ce que j'appelle la conscious fashion, qui est comment à prendre en compte le fait qu'on peut recycler ses produits, recycler ses vêtements. Comme vous le savez, l'industrie de la mode est très polluante, on dit d'ailleurs. J'arrive même plus à parler français. Moi, les deux me vont. En utilisant de la chimie, en utilisant beaucoup d'eau et en ayant beaucoup de vêtements qui finissent en fait à dégrader les océans et la planète. Et en fait, j'ai investi dans une marque qui crée des produits biodégradables, donc des tissus qui vont remplacer le nylon et le polyester, qui s'appelle Kintra Fibers, et une autre qui est sur des sneakers, donc des tennis recyclables, qui utilisent 2 matériaux au lieu de 17
et qui de A à Z pensent le procédé pour remplacer les tennis. Je crois qu'en fait, sur la génération Gen Z, ils ont 18 paires dans leur placard qu'ils osent pas jeter parce qu'ils se disent tous que ça sert à rien de les donner à des non-profits, mais en même temps que ils savent pas très bien ce qui va se passer s'ils les mettent à la poubelle. Donc ils les gardent dans leur placard, mais à un moment il y a quand même un vrai problème de ces fameuses tennis qui, comme vous le savez, sont une grande mode pour la jeune population. Oui, je sais. Odile, on a parlé des produits que vous allez aider à grandir. J'aimerais qu'on parle de chiffres maintenant. Je sais que vous n'êtes pas forcément hostile. Il y a des gens, ils sont un peu figés par les chiffres. J'ai l'impression, après avoir lu pas mal de choses sur vous, que vous n'êtes pas hostile à parler de chiffres. Aujourd'hui, combien avez-vous réussi à lever? Quel est votre objectif? Et quel est le ticket moyen que vous allez donner il ne doit pas y avoir de ticket moyen d'ailleurs, c'est une bêtise que je dis, mais quel est, s'il y en a un, le ticket moyen que vous allez donner à des entreprises? Alors, on peut pas tout dire, mais l'ambition du fonds, c'est de 10 millions. Il y a eu un first closing dont on parlait en mai. Et en fait, le ticket moyen est à peu près de $250,000. Donc, en fait, quand on parle de pré-seed, seed, c'est vraiment la logique. On peut aller jusqu'à un demi-million, mais le ticket moyen est de $250,000. Ce qui fait qu'on se compare presque à des gros business angels. On est juste avant des VC qui eux-mêmes mettraient des tickets d'1 million. Et souvent, quand je rentre dans le tour de table, j'ai à côté de moi des gens qui ont mis beaucoup plus. Là, mon dernier investissement, c'est pour du skincare, pour à nouveau la génération Z. Je suis très obsédée par la jeune génération. Ça doit être mon côté l'oréalien. C'est les futurs clients. Et donc, j'ai dû mettre un montant et un VC m'a suivi, alors que le produit n'est pas encore lancé, en mettant 5 fois le montant que j'ai mis, en se disant si Odile a investi, le produit n'est pas lancé, mais c'est bien. Donc, on y va. Voilà. Odile, je voudrais vous poser une question. Vous avez fait le choix de revenir aux États-Unis alors que vous avez une carrière exceptionnelle en France et une carrière exceptionnelle en tant que femme cadre de très très haut niveau. On peut citer des filles comme Patricia Barbizet, des filles comme Anne Lauvergeon, des filles qui ont réussi. Est-ce que vous vous identifieriez à des filles comme ça ou est-ce que le fait de retourner aux États-Unis, finalement, vous voulez dire que c'est pas forcément ce que vous souhaitiez dans votre vie et dans votre tête? Non, à nouveau, il n'y a pas de jugement. Je pense Patricia Barbizet, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à des. Moi, je la connais bien. Ouais, à des ventes d'Yves Saint Laurent, puisque comme vous savez, elle était très liée à Artemis. Je pense que chacun a besoin de se construire dans la durée. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait très vite. Je crois que j'étais la plus jeune DG à l'époque d'une grande marque chez L'Oréal que j'ai dû prendre à 37 ans. Normalement, c'est plutôt des jobs que vous avez vers 47 ans. Donc, à un moment, quand vous avez eu la chance d'aller très vite, vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je fais après? Je me voyais pas continuer toujours dans un même environnement. Donc, le 440 est quelque part avec une culture particulière et je me voyais pas finir dans un COMEX pour les 15 dernières années de ma vie. Mais à nouveau, je pense que chacun réussit dans ce qu'il aime faire. Et je me disais que je serais plus douée, à nouveau en parlant de ce relationnel, je suis pas une diplomate extraordinaire. Je pense que j'ai plus ce côté entrepreneurial. Si Delphine ou Jean-Paul me décrivaient, ils se retrouveraient sur l'idée que j'aime bien défricher, que j'aime bien accompagner des gens, et en particulier quand j'ai une relation bienveillante avec eux dans la durée, que ça les aide beaucoup. Est-ce que vous vous éclatez aujourd'hui dans votre quotidien professionnel? C'est un bon terme, j'aime bien. Oui. Donc vous vous éclatez. Bah, il y a une certaine liberté, c'est sûr. Il y a un stress que vous décrivez qui est, vous savez pas toujours de quoi il fait le lendemain ou dans 3 mois. Dans une période de Covid, je pense que beaucoup de gens diraient, je m'y retrouve aussi. Beaucoup de gens se savent pas aux États-Unis si ils passent Thanksgiving en famille ou s'ils restent chez eux, etc. Donc, je pense que on se retrouve tous quelque part dans un temps qui est beaucoup moins planifié. Donc ça, c'est le grand choc par rapport à être 4 dirigeants dans une grande maison ou dans une culture de groupe, parce que vous avez souvent vos voyages prévus à 6 mois, voire à 12 mois. Et là, par moment, vous ne voyez pas votre agenda à plus d'1 mois, en fait. C'est exactement ce que vous dites. Mais je pense d'une autre manière, c'est vous qui choisissez avec qui vous allez interagir. Je pense à nouveau, souvent les gens me demandent, mais comment tu choisis les entreprises dans lesquelles tu investis? Évidemment, il faut une grande idée, une catégorie qui peut se développer. Il ne faut pas que ça soit trop petit. Il faut qu'il n'y ait pas encore trop de concurrents, mais aussi, avant tout, vous choisissez un homme ou une femme
en qui vous croyez pour les 7 à 10 ans à venir, puisque c'est à peu près le taux de retour sur investissement pour un fonds. Odile, ça fait 29 minutes qu'on parle ensemble. Il est prévu qu'on soit ensemble pour 30 minutes. Si on déborde de quelques secondes, c'est pas très grave. Je voudrais vous poser une question et revenir sur une phrase que vous avez dite. Je l'ai lue. Et j'aimerais que vous précisiez ce qu'elle veut dire, cette phrase, et qu'est-ce qu'elle traduit de ce que vous avez dans la tête. Vous avez dit un jour, Odile, la beauté et la mode doivent t'aider à exprimer votre singularité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le métier de la beauté, quand je suis arrivée chez Orange, les gens me disaient « Ah bon, mais tu faisais des rouges à lèvres et des parfums », avec un petit côté, nous, on s'occupe des réseaux et on connecte les gens. Je pense qu'on est sur la confiance en soi, en fait, l'apparence. Là, par exemple, je suis retournée chez le coiffeur. J'avais pas eu de coiffeur depuis 3 mois et j'étais vraiment contente en sortant, en me disant « Ah, j'ai enfin une couleur, j'ai enfin une coupe, j'ai plus ma queue de cheval que j'ai dû avoir pendant 3 mois ». Je pense que ça permet d'exprimer les choses sur soi, ce que je dirais le self-expression, et 2, on est vraiment sur la confiance en soi et comment connecter à soi-même et avec les autres. Donc, c'est le métier de la beauté et de la mode pour moi. Odile Roujol était notre invitée après une carrière au plus haut niveau comme cadre dirigeante en France. Elle a choisi de retourner dans un pays qu'elle aimait. Elle a choisi d'aider les gens à développer leur entreprise. De cette manière, elle est devenue quand même une entrepreneuse. Odile, ça a été super cette demi-heure qu'on a passée ensemble et merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil et j'adore le fond que vous avez mis derrière. J'ai l'impression que je vais revenir à LA très vite là. Ah bah oui. Je dirais que LA vous attend certainement. C'est ça. Donc ne faites pas attendre trop longtemps. Merci Odile. Merci. Et peut-être à une prochaine fois. Salut. Merci, au revoir.